Salut à toutes et à tous, Tadej Pogačar s'offre une victoire de prestige à l'Alpe d'Huez, sa 5e sur ce Tour de France, mais en échappé Lenny Martinez et Richard Carapaz peuvent-ils avoir des regrets d'avoir vu le Slovène s'imposer? On va se poser la question. Au général, Pogačar assoit sa domination, les positions restent par ailleurs inchangées. Derrière l'intouchable cannibale, Evenepoel, Del Toro et Sexas sont toujours 2e, 3e et 4e. Martinez occupe lui une très belle 5e place ce soir. Et pour débriefer cette 19e étape du Tour de France, j'accueille nos spécialistes, les reporters du journal L'équipe qui vous font vivre la course au quotidien dans leurs articles et dans ce podcast. Bonsoir Aïlo Atou. Salut tout le monde. Bonsoir Lucas Hinx. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir Thomas Perrotto. Salut Arnaud, salut tout le monde. Et c'est parti pour le 22e épisode de l'équipe du Tour 2026. Et comme tous les soirs, avant de débattre notre traditionnel tour de table, quelle image retiendrez-vous de cette 19e étape du Tour? Tiens Luc, à toi l'honneur ce soir. L'espèce de petit clin d'œil de Lenny Martinez en début d'étape au caméraman quand il s'est retrouvé presque par hasard dans cette échappée. Où c'est un haussement d'épaule, tu le fais très bien Thomas. Et finalement, ça nous a donné une journée à la Lenny Martinez où on comprend pas grand chose de ce qu'il fait et c'est juste génial parce qu'il fait une remontée au général qui est impressionnante. Il est 5e et il a failli gagner cette étape en plus. Et on va avoir l'occasion évidemment d'en reparler. Thomas, ton image du soir? Image moins sympathique, celle d'Ener Rubio qui a percuté de plein fouet le coffre de la voiture UAE Emirates dans la montée de l'Alpe d'Huez. Et il s'est vraiment fissuré le crâne. On l'a vu avec des bandages en train de se faire soigner par des médecins et malheureusement il abandonne ce soir. Éloi? Une image assez évidente, je pense que je vais quand même en parler, de l'ambiance à l'Alpe d'Huez, c'était quand même assez génial. Moi, c'était la première fois que... 600 000 personnes, il paraît. 600 000, alors à confirmer encore, c'était la première fois que je montais l'Alpe d'Huez pendant un Tour de France et c'était quand même assez dingue. Alors, Lenny Martinez, Richard Carapaz et Sepp Kuss sont-ils tout bien faits dans la montée de l'Alpe d'Huez? On va donc essayer de répondre à cette question. Nanti de 3 minutes 30 d'avance au pied de l'ascension sur Tadej Pogačar. Les trois hommes se sont finalement fait rattraper à un petit peu plus de 3 km de l'arrivée, alors qu'ils semblaient quand même en mesure de disputer la victoire. Lenny Martinez termine finalement deuxième. On a vu, c'est vrai, les trois hommes beaucoup s'observer pendant cette ascension. Alors certes, Tadej Pogačar est monté très vite et a battu le record de la montée, on aura l'occasion d'en reparler, mais il semble quand même que Martinez, Carapaz et Kuss pouvaient avoir la place, Luc, aujourd'hui. Bon, Carapaz a déjà gagné hier, donc c'est normal de le voir un petit peu jouer aujourd'hui, et d'ailleurs il est peut-être celui qui a le plus roulé dans ce groupe-là. Kuss, il était peut-être un petit peu plus à la limite, et l'interrogation c'est autour de Lenny Martinez. Je pense que c'est l'attitude qui a fait le plus polémique aujourd'hui. Moi je pense déjà il faut se demander quelles ambitions il avait au pied de cette montée. Éloi pourra peut-être nous en parler puisqu'il a vu le clan Bahreïn-Martinez à l'arrivée. Si le plan était d'assurer cette remontée au général, il aurait pu rouler tout le long et se dire tant pis pour la victoire d'étape. Dans ce cas-là, j'aurais pas compris ce qu'il avait fait aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il a voulu, je pense, viser la victoire d'étape et il a couru à sa façon, c'est-à-dire à vouloir jouer au plus malin, à vouloir se réserver éventuellement en pensant à la remontée de Pogačar et en se disant peut-être que je peux le clouer à la fin, et ça a failli marcher. Alors on va voir s'il faut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais Éloi, quelles étaient les réactions justement du clan Martinez ce soir? En interrogeant Roman Kreuziger et Javier Florencio, qui sont les deux DS de Bahreïn Victorious, l'idée était de conserver, en tout cas d'améliorer la position au classement général. En tout cas, c'était le discours qu'ils avaient tous les deux. Ce qui est assez étonnant quand on voit l'envie de Lenny Martinez avant ce début du Tour de France, qui visait le maillot à pois et une victoire d'étape. Là, en fait, on avait l'impression dans la bouche des DS qu'ils ne voulaient pas perdre beaucoup d'énergie et qu'il avait peur, je pense, de péter dans cette montée de l'Alpe d'Huez et de reculer presque au classement général et voir Del Toro, Pogačar et compagnie revenir derrière. Et donc, c'était vraiment conserver le top 5 au général toute la montée, ce qui, moi, je trouve assez étonnant. Julien Chenet, donc notre collègue qui a vu Martinez à l'arrivée, Martinez lui a dit toute la journée, j'ai pensé au général, mais quand on est arrivé au pied, j'ai commencé à penser à la victoire d'étape. Donc ça expliquerait son attitude. Bon, après le Richie style d'hier, on a un petit peu le Lenny style aujourd'hui. Thomas, quelle analyse tu fais toi aujourd'hui de ce qu'il s'est passé pour Lenny Martinez? Moi je suis désolé, mais ils ont fait n'importe quoi les trois. On est d'accord. Ouais, franchement. Je n'osais pas le dire, mais on est d'accord. Non, mais clairement, il y avait ces trois costauds. Hein. C'est pas trois coureurs anonymes qui ne savent pas trop ce qu'ils valent et ce qui arrive derrière. Là, Sepp Kuss, il a gagné sur les 3 grands tours. Il était au Giro, il était encore exceptionnel il y a peu de temps. Richard Carapaz, on voit qu'il tient une forme exceptionnelle. Et Lenny Martinez, qui courait un petit peu caché quand même depuis le début du tour, là, avait une occasion formidable. J'ai revu le final juste avant de venir à ce podcast et j'ai noté 6 fois où les trois se regardent et arrêtent pratiquement de pédaler. Alors oui,
Pogačar avait attaqué derrière, Pogačar est exceptionnel, il allait peut-être revenir dessus, mais quand il démarre l'ascension, il y a 3 minutes 15, et en fait, à chaque fois que l'un des trois a essayé d'attaquer, l'écart ne bougeait plus. Donc en fait, quand ils ont roulé, l'écart ne baissait pas forcément terriblement. Donc oui, je pense que les trois peuvent avoir énormément de regrets, et je suis désolé, mais dans les trois, celui qui doit en avoir le plus, c'est Lenny Martinez, parce que il y a une image intéressante à un moment, je sais, oui, à 10 km 9 où il grimace parce qu'il y a une attaque de Carapaz et on se dit aïe aïe aïe, ça va pas du tout. Et en fait, Bluff. on voit clairement que c'est du bluff parce que toutes les attaques suivantes, et j'en ai noté 7, le seul qui saute dans la roue de Carapaz le plus souvent et une fois de Kuss, c'est Lenny Martinez. Donc ça veut dire que Lenny Martinez était très fort. Moi, je suis plus tempéré parce que on voit qu'au pied de l'ascension, il y a 3 minutes avec le groupe Pogačar, au moment où Pogačar attaque. Cet écart de 3 minutes, il reste pendant très longtemps avec le groupe maillot blanc, le groupe Sexas. Donc c'est-à-dire que finalement, même avec toutes ces attaques, ça roulait quand même assez fort devant. Et en plus, en fait, moi, comment je comprends aujourd'hui, c'est qu'on a 3 coureurs au profil et aux enjeux très différents. Sepp Kuss qui a peut-être le moins bon punch et sprint des 3, donc sa seule solution, c'était de les lâcher à la pédale à ce moment-là. Carapaz qui a gagné hier, donc il peut mettre la pression aux deux autres. Et après, il y a le cas Martinez, mais Martinez court souvent comme ça. Alors, moi, je suis quand même désolé. Enfin, on se joue potentiellement une victoire à l'Alpe d'Huez. Je vais juste rappeler, pour mettre dans le contexte, les temps. Alors là, Tadej Pogačar avait 35-27, c'est ça, je crois, 35-26, la montée. Juste pour rappeler que, par exemple, Romain Bardet, lui, il a déjà monté l'Alpe d'Huez en 39 minutes. Donc, on peut imaginer que ces garçons avaient largement ces 39 minutes-là dans les jambes et qu'ils auraient pas dû perdre autant de temps. Ils auraient probablement même dû garder peut-être 30 secondes, une minute. C'était tout à fait possible. Pardon, mais Martinez fait quand même l'un des meilleurs temps aujourd'hui, l'un des meilleurs temps d'ascension. Justement. Oui, mais ouais. justement, ça mais valide avec... encore plus. Et en plus, on a eu le sentiment qu'à la fin, il en avait encore sous la pédale. Il accroche Il même. arrive à suivre Pogačar à la fin. En fait, c'est ça moi qui m'étonne le plus, c'est que donc Carapaz lâche Martinez à 3 km. Donc Martinez temporise et Pogačar revient et il arrive quand même à suivre Pogačar pendant 1,5 km. Il arrive à le suivre jusqu'à 100 mètres, jusqu'à ce que son Pogačar attaque. place Et son- on voit bien qu'à la fin, Lenny Martinez est encore plus fort que Carapaz qui arrive à mettre un dernier coup de banderille. Vu le pédigré des 3 coureurs qu'on a cités auparavant, pour moi, si ce relais, ça va au bout, honnêtement, j'y pense. Donc, moi, je comprends pas trop la stratégie. Il se relaie jusqu'à où alors? Tu relais tes Lenny Martinez, tu relais les deux autres jusqu'à 2 km et Mais puis quand tu t'as te plantes. 3,30 sur Pogačar, moi je pense c'est une occasion en or, surtout quand Même on voit s'il se relaie à le 2 km, il se Mais regarde qu'est-ce qu'il a à tous, perdre et en puis fait Pogačar revient Qu'est-ce finalement. qu'il a à perdre Enfin, moi, c'est pour ça la stratégie du classement général. Moi, je veux bien entendre, mais j'y crois quand même que moyennement, parce que s'il continue à rouler, à aucun moment il va péter. Exactement. Martinez. Je suis d'accord avec toi, Arnaud. Si la stratégie c'est de sécuriser ce classement général et de reprendre du temps aux autres, roule jusqu'au bout et au pire à 500 mètres, tu pètes et c'est pas toi qui auras la victoire. Mais dans ces cas-là, tu roules jusqu'au bout. Là, encore une fois, il y a quand même de nombreuses fois où les 3 s'arrêtent. Et là, on n'est pas au fin fond de l'Ardèche ou au fin fond de la Bretagne, on a l'Alpe d'Huez. Non, mais il y a une victoire. Non, mais oui, non, mais t'as raison, mythique à aller Thomas, chercher. c'est Respecte juste le fin mythique, fond de en fait. l'Ardèche. Oui, bien sûr. Et au combien même tu pètes, je pense qu'il aurait été capable au pire de suivre Sexas Del Toro à la fin, quoi. Donc je pense qu'il aurait pas perdu. Il a tant de suivi temps tout que le ça. monde. Voilà, il a suivi tout Sepp le monde. Kuss, il a suivi Richard Carapaz, il a suivi Tadej Pogačar. Donc Je ne sais pas combien de fois excuse-moi, je te recoupe Luc, mais je ne sais pas combien de fois Richard Carapaz a essayé d'attaquer dans la montée, de mémoire 3 ou 4 fois. À chaque fois, Lenny Martinez, lui, 5 fois. 5 fois. Bon voilà, sauf la 5e où il a mis un petit peu plus de temps, il est revenu au train, on l'a dit avec Pogačar, mais à chaque fois, il semblait quand même très facile. Mais justement parce qu'on est un coureur qui a quand même une fibre assez explosive et qui aime bien monter comme ça avec tous ces changements de rythme. Mais j'ai jamais vu de ma vie Lenny Martinez monter au train et lâcher d'autres coureurs de cette façon. Oui, mais il aurait pu mettre une attaque aussi. Ouais, il aurait pu contre-attaquer. C'est C'était le seul qui a jamais attaqué. C'est le seul c'est qui vrai, n'a pas c'est attaqué. vrai. Même Kuss a attaqué. Et s'il attaque pas, c'est peut-être qu'il a pas les jambes non plus. Ouais, On peut pas dire qu'il a pas les jambes, sachant qu'à chaque fois, quand tu le vois sprinter Carapaz à la fin, tu te dis qu'il a des jambes quand même. Il y a quand même moi une question que je me suis posée. Qu'est-ce qui se passe dans son oreillette? À un moment quand même, il y a des directeurs sportifs qui sont derrière tout ça. Est-ce que les directeurs sportifs, ils sont pas là aussi pour dire à Lenny Martinez, bon mais vas-y là, t'as quand même un jour historique dans ta carrière à jouer quoi. Ah mais ils étaient, moi ce qui m'a étonné, ils étaient très très contents de la journée d'aujourd'hui. Ils étaient presque, ils se satisfaisaient de cette deuxième place. Et Roman Kreuziger l'a dit, toute la montée, il visait le top 5 au général. J'ai pas l'impression, et il nous l'a pas confirmé, qu'à un moment dans leur tête, ils se sont dit, va chercher la victoire. C'était le top 5 en permanence. Donc en fait, je pense que même les directeurs sportifs préféraient un top 5 au général qu'une victoire d'étape à l'Alpe d'Huez. Je trouve ça assez hallucinant. Pardon, mais je trouve ça hallucinant aussi parce qu'en fait, tu pouvais faire les deux. Oui, et surtout, ce qui est hallucinant, et j'ai hâte de lire le papier de Julien Chenet demain consacré à ça, mais en début de Tour de France, Lenny Martinez nous a dit que l'objectif, c'était la victoire d'étape et le maillot à poids.
à l'avant-veille de l'arrivée, la stratégie elle a changé. En fait, c'est le général. J'ai du mal à le concevoir. Bon, finalement, il est quand même 5e du classement général. Donc, Ce qui est énorme. Mais c'est génial. Alors, mais justement, pour sa régularité, oui. Il est 5e du général. Parlons-en, parce que c'est pas franchement le garçon qu'on attendait. Alors même si on sait que Lenny Martinez c'est un très fort potentiel et qu'il a fait des très très bonnes courses cette année, Luc, on l'attendait pas. On va peut-être pas parier de le voir 5e ce soir du général à 2 jours de l'arrivée à Paris. Donc voyons un petit peu le verre à moitié plein. C'est quand même génial pour lui. Voilà, pour son. On va dire que c'est la première fois où il va jouer vraiment ce rôle-là, quoi. Ouais, il franchit un palier énorme parce que je pense qu'il y a encore en tête ce traumatisme de Paris-Nice l'an dernier où il prend un avantage énorme. Il prend le jaune peut-être même, je sais plus, mais en tout cas, il gagne l'étape, mais en tout cas, il se replace au général et on se dit en fait c'est le plus fort de tous les leaders. Et puis il y a le lendemain ou le surlendemain, cette étape catastrophique où il se fait piéger dans les bordures et on se dit mais quel est ce coureur, enfin qui est ce coureur qui est capable du meilleur comme du pire. Et cette année, on voit il affiche beaucoup plus de régularité. Il fait un chrono plus qu'honorable mardi. Il devient un coureur de plus en plus complet et puis c'est en plus de toute l'expérience qu'il a pu avoir en début de saison, je pense que ce Tour de France va lui servir énormément. Thomas ? J'ai aucun doute sur le fait que Lenny Martinez va devenir un super ou un très grand, je sais pas, coureur de classement général. D'ailleurs, c'est son objectif, il l'a dit, mais pas tout de suite. Il s'était laissé au moins encore cette saison, peut-être la suivante, à jouer des étapes, à jouer, être un peu panache à l'attaque. On avait pas mal discuté avec son papa à Paris-Nice, où il disait qu'il avait compris pas mal de choses depuis son arrivée à Bahreïn. C'était la 2e saison, il y avait une communication qui était bien meilleure avec Roman Kreuziger, notamment, avec l'ensemble de ses coéquipiers, où il arrivait à leur parler. Mais là, on arrive sur le Tour de France où il vise encore une fois une victoire d'étape et il se retrouve 5e du général. Il y a un truc qui va pas. Même ce matin, s'il doit viser le général, il doit être dans le groupe avec Paul Sexas, avec Juan Ayuso, avec Mathias Kelmose. Sauf qu'il prend l'échappée et il dit en conférence de presse, sur la ligne, en gros, tous les derniers jours, ça m'énervait un petit peu. Je voyais à chaque fois qu'il y avait un mec du général à qui on laissait un bon de sortie, donc je me suis dit, je vais y aller aussi. Mais encore une fois. Mais la faute à qui alors ? À son équipe ? Ça, je sais pas parce que je sais pas quelles étaient les consignes ce matin, mais il y a quand même une stratégie bizarre dans la gestion de ce Tour de France pour Lenny Martinez. Éloi, tu voulais ajouter quelque chose, je crois. Ce qui n'enlève rien à sa performance. Non, mais c'est exceptionnel, disons-le, 5e du classement général. Franchement, on ne peut que s'en satisfaire pour lui, en tout cas. Je voulais juste revenir sur ce que disait Thomas, aussi peut-être la leçon de la journée, et Roman Kreuziger le disait, c'est qu'il trouve vraiment Lenny Martinez, il a vraiment, en tout cas, il montre qu'il a changé sur cette 3e semaine. Il est beaucoup plus calme, beaucoup plus mature. Là où avant, il pouvait être peut-être un peu plus faux-follet et moins réfléchi. L'année dernière, oui, sur le Tour de France, ça avait été un festival. Et donc, ils étaient vraiment contents aussi de voir, je pense que c'était une révélation. Il est capable, pour les prochaines années, de vraiment d'ambitionner sur un classement général. Et j'ai l'impression que c'était vraiment la satisfaction du jour. C'était vraiment la confirmation de tout ça. Ouais, je mets un bémol et qui rejoint la moue de Thomas, je pense. C'est vrai qu'en fait, s'il est super calme, il va pas dans l'échappée ce matin. Ouais, c'est quand même un coureur relativement ingérable finalement, et que ce qui se passe sur ce Tour de France est assez improbable, mais parce que ce n'était pas prévu et que le jour où il va véritablement vouloir jouer le Tour de France, peut-être que tout va se passer à l'inverse, parce que c'est un coureur d'instinct et que et c'est à l'image de son ascension. Il aime jouer, parfois il sent très bien la course, il a gagné beaucoup de courses comme ça en jouant comme il l'a fait dans la dernière ascension aujourd'hui. Et aujourd'hui, il la perd comme ça, mais c'est un coureur qui est très difficile, je pense, à gérer en tant que directeur sportif, en tant que sélectionneur, en tant qu'entraîneur. On clôt le chapitre Lenny Martinez avec cette question. 5e place, est-ce qu'il peut la tenir ? Il a 9 secondes d'avance aujourd'hui au classement sur Mathias Skelmose qui est 6e. On se dit qu'a priori, ça devrait pouvoir le faire pour Lenny Martinez. Il n'a pas à rougir face à Skelmose, Martinez. Je sais pas, faut voir comment il va récupérer aussi, parce que demain ça va être terrible. Et si c'est pour avoir fait tant d'efforts aujourd'hui pour faire un rapproché au général, mais exploser demain et avoir et en plus manqué l'Alpe d'Huez, exactement, ça peut être un peu dommage. Après, sur ce qui monte depuis le début dans les ascensions, effectivement, il n'a pas à rougir, et on a vu qu'Ayuso aujourd'hui, Ayuso est 7e du général, a pas l'air bien. Donc s'il finit 5e ou même s'il finit 6e, ce sera quand même une grosse satisfaction. Et l'homme du jour, c'était donc Tadej Pogačar, une montée de l'Alpe d'Huez en 35 minutes 26. Record de Pantani battu après avoir placé une accélération à 12 km de l'arrivée dans les premiers lacets pour distancer ses adversaires du classement général. Il l'avait coché puisqu'il n'y avait pas gagné en 2022 pour son seul passage. C'est une victoire de prestige forcément dont il s'est dit très fier et très heureux. Oui, gagner à l'Alpe d'Huez, il rejoint des grands champions. Alors j'ai les Français en tête, notamment
Florian, Hinault, Riblon ou encore Pierre Rolland. Mais voilà, c'est une victoire de prestige, Luc. Ouais, victoire mythique, on l'annonçait, il accorde beaucoup d'importance à l'histoire du Tour, j'ai l'impression, au record, aux grands cols, aux grandes ascensions. Et aujourd'hui, cette étape avait été cochée, probablement comme celle de dimanche à Paris aussi. C'est juste logique aujourd'hui de le voir tout tenter pour réussir. Mais la performance est juste magistrale parce que quand on voit l'écart au pied, le fait que son équipe pouvait pas vraiment contrôler cette journée. Alors, il a eu un petit peu l'aide des Red Bull et des Lidl Trek, mais l'écart au pied ne garantit pas du tout une victoire et il fait une ascension. Voilà, tu disais 35-27, c'est juste énorme. Je crois que d'après les confidences ou les analyses que j'ai eues de certains spécialistes de la performance, ce serait l'une de ses plus grandes perfs de sa carrière et vraiment, il y a un différentiel de puissance avec les autres coureurs aujourd'hui qui est assez impressionnant. Ce qui est d'autant plus fort, c'est qu'il fait ça presque tout seul. Alors, il y a eu Yates qui lui a offert un relais. Ça l'a presque ralenti. Et encore, ça l'a presque ralenti. Mais en fait, il s'est construit ce record tout seul. UAE n'a quasiment Vent favorable. Vent favorable, ceci dit. Mais quand même, il est surpuissant sur ce Tour de France. Il n'y a pas grand-chose à dire. Finalement, les péripéties du UAE de ces derniers jours, sur lesquelles on s'était posé des questions, et notamment hier soir, elles n'auront pas vraiment joué. Mais en même temps, on l'avait aussi dit hier soir. Certes, il se passe des choses chez UAE, mais UAE a aussi un leader qui n'a besoin de personne, en fait, Thomas. Si Tadej Pogačar était malade aujourd'hui, ça promet. Oui, ça promet effectivement. Il a d'ailleurs dédié ça à plusieurs reprises pendant la conférence de presse la victoire à ses équipiers. Une étape qui a par ailleurs été idéale pour UAE puisque Del Toro renforce aussi lui sa troisième place en reprenant 4 secondes à Sexas. La lutte pour le général qui n'est pas terminée, mais les positions qui sont quand même assez figées à l'issue de cette 19e étape. Je te vois faire la moue, Éloi, et me faire des grands signes de la main là. Renforcer de 4 secondes, je sais pas. Je pense. Renforcer peut-être le terme est un peu fort, mais enfin, je voulais pas dire qu'il avait assis sa domination sur la troisième place. Je voulais simplement dire que voilà, en tout cas, il avait repris quelques secondes à Sexas. Une chose est sûre, on a senti Del Toro un peu plus fort que Sexas aujourd'hui, mais je crois que l'étape de vérité sera demain. Et encore, quand on voit bien que Sexas arrive à revenir à la fin sur Del Toro. Donc moi, je pense qu'encore tout est jouable pour le podium demain. Ça va être une étape très difficile encore. Il faudra voir vraiment jusqu'où Sexas est capable de récupérer. On l'a vu aussi qu'il était très bien accompagné aujourd'hui. Paul Sexas, il y a eu Richitello qui a fait un relais, Benoît, Prodhomme qui a été monstrueux sur toute la montée. Donc en fait, je trouve par rapport à Del Toro, il a l'avantage, je le trouve excellemment bien entouré. Et ce sera important demain. Ça sera important demain. Thomas. Je sais pas si Isaac Del Toro a été plus fort que Paul Sexas aujourd'hui. Il a pas été attaqué en fait, donc on sait pas. Peut-être que s'il y avait eu quelque chose alors peut-être pas dans le col de Bayard, mais ensuite dans le Noyer ou dans le col d'Ornon ou assez rapidement dans l'Alpe d'Huez. Justement, Decathlon était plutôt en surnombre, il y avait de la main d'œuvre, mais on n'a pas vu Isaac Del Toro en danger. Il s'est envolé tranquillement à 2,5 km du sommet, et Paul Sexas, qui dit qu'il a passé une journée horrible, qu'il n'avait pas les jambes, a terminé à 4 secondes de Del Toro. Tout en reprenant quand même une large partie du temps qu'il avait perdu précédemment dans l'ascension. Ouais, exactement. Mais je pense que Del Toro, il y avait moyen de le secouer un peu plus aujourd'hui. Journée horrible, pour Paul Sexas. Voilà, c'est éprouvante en tout cas. Voilà. Ouais. Il confirme encore. Enfin, c'est vrai qu'on attendait impatiemment de voir au fur et à mesure de la 3e semaine comment ça allait se passer pour Paul Sexas. Luc, là, bon, franchement, même s'il peut toujours arriver quelque chose demain, pour l'instant, ça aura quand même été vraiment très très bien de la part de Paul Sexas. Ouais, Julien Jourdi, son directeur sportif, a tenu à souligner encore une fois son âge, 19 ans. Et le fait qu'on est en fin de 3e semaine et qu'il est toujours 4e et qu'il prend que 4 secondes sur Del Toro, c'est juste phénoménal. On sent qu'il y a beaucoup de fatigue chez tous les autres coureurs. En haut de l'avant-dernière ascension, là, le col d'Ornon, ils étaient plus qu'une dizaine, quinzaine dans le groupe des favoris. Demain, ça va être encore un chantier. C'est impressionnant de le voir résister à ce moment-là de la course. Et Decathlon a encore des ambitions demain. Thomas. J'espère juste que Decathlon n'aura pas de regrets demain soir ou dimanche soir, parce que dans le plateau de Solaison où Paul Sexas avait perdu un peu de temps, une cinquantaine de secondes, il avait dit qu'à plusieurs moments il se sentait pas trop mal, qu'il aurait peut-être pu en remettre un peu, mais qu'il s'était économisé. Donc très intelligent, il a lissé son effort. Et aujourd'hui, je me demande s'il n'a pas fait la même chose quand, non pas quand Pogačar part, mais peut-être quand Evenepoel est parti. Surtout quand Del Toro est parti, je pense qu'il pense énormément à la journée de demain. Mais du coup, à trop vouloir peut-être s'économiser, gérer son effort, lisser son effort, encore une fois, ce qui est
Il est en ce qu'il découverte, fait. quoi. Mais voilà, du coup, je me dis putain, mais en fait, il y a quelque chose à faire et il le fait pas encore. Ce qui est intéressant, c'est que la 4e place est quasiment sécurisée et que C'est demain, Vinny Martinez en fait qui voilà, le menace maintenant. et que demain, il va pouvoir être complètement libéré. Et on va voir vrai Paul Sexas, et ça risque en plus d'être un peu un mano à mano. Enfin, très vite en haut du calibier, ça se trouve, les leaders n'auront plus d'équipiers. Éloi. Non, mais Paul Sexas n'a toujours pas attaqué sur ce Tour de France pour le moment. Faut le dire. Omar Stein, il a tout fait au train, il a lissé son effort. Donc moi, j'attends en fait de voir est-ce que Sexas va être sera capable. demain, Ça sera demain, je pense. Mais on a l'impression que parfois, genre, peut-être que Thomas saura mieux répondre que moi, mais qu'il n'ose pas presque par peur de se mettre dans le rouge. Alors, est-ce qu'il ose pas? Je sais pas, mais Thomas, moi, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que finalement, ça rentre pas dans tout le cadre finalement de Paul Sexas, dont on dit que c'est un coureur hyper minutieux, voilà, qui prépare tout? Est-ce que finalement, voilà, le fait de ne pas y aller, de ne pas tenter d'attaquer, ça rentre pas aussi dans une certaine stratégie de continuer à découvrir proprement tout ce qui se passe alors qu'un hélicoptère nous passe dessus à l'Alpe d'Huez? Oui, bien sûr, mais et d'ailleurs c'est à mettre à son crédit en fait ce qui est en train de se passer parce que là on est à la veille de la dernière étape. J'exclus volontairement celle de Paris, mais on est à la veille de la dernière étape de montagne et Paul Sexas, 19 ans, qui a jamais couru un grand tour, est à 24 secondes du podium et du maillot blanc. Donc la performance, elle est exceptionnelle. La seule nuance que j'apporterais par rapport à ce qu'a dit Luc, mais je pense qu'il y avait pensé aussi, c'est que oui, il y aura peut-être pas d'équipier, mais Isaac Del Toro peut avoir un équipier qui s'appelle Tadej Pogacar demain. Pogacar l'a dit, son objectif c'était cette étape-là. La prochaine sera probablement celle de Paris et demain la stratégie du AE. J'ai l'impression que ce ne sera pas de protéger Pogacar, ce sera surtout de sécuriser la 3e place d'Isaac Del Toro. Ce qui est bien pour répondre à ça, c'est que Richie Tello monte en puissance. Il a fait une première semaine, même les 2 premières semaines très compliquées, mais aujourd'hui il est très fort et je crois que même Sexas doit le tempérer un petit peu dans la dernière ascension parce qu'il montait trop vite. Alors avant de vous laisser une toute dernière question qui n'est pas relative à Paul Sexas mais à Remco Evenepoel, parce que on a vu qu'il s'affirmait aujourd'hui en 2e homme de ce Tour de France. Il a une avance quand même relativement confortable au classement général. Alors j'ai pas le général sous les yeux, mais Thomas, je crois que tu l'as, donc tu vas pouvoir nous dire. Il est à 7,11 de Pogacar, mais ce qui t'intéresse sûrement, c'est de savoir qu'il est à 2,39 de Del Toro. Qu'il a donc 2 minutes 39 d'avance sur Del Toro, en tout cas quasiment 3 minutes. Est-ce que demain, dans une étape alors qui pour le coup pourrait, qui va être très difficile, je vais vous en parler dans un instant avec 3 cols catégories notamment, est-ce qu'il peut craquer justement, Éloi, Remco Evenepoel? Est-ce qu'on peut l'imaginer craquer? Ce n'est pas l'impression qu'il donnait tout à l'heure quand on l'a interrogé au bus de son équipe. Je trouvais ça étonnant. Il a dit que ça allait être un effort totalement différent demain, beaucoup plus explosif. Alors qu'on a trois montées, c'est étonnant. 640 mètres C'est d'altitude, étonnant, quand même, voilà, exactement. Mais on l'a vu aujourd'hui, il était plus fort. Il a attaqué une première fois, il était bloqué par la moto devant, donc je pense qu'il aurait pu encore prendre plus d'avance aujourd'hui. Il a rattaqué une deuxième fois, ce qui lui a permis de devancer notamment Del Toro et Paul Sexas. Mais je l'ai senti très serein sur l'étape de demain, Remco Evenepoel. Et pour l'instant, c'est l'homme le plus fort derrière Pogacar. Un mot à ajouter là-dessus, Luc, Thomas, rapidement? Plusieurs fois dans ce podcast depuis le début, j'ai dit qu'il y avait potentiellement un jour où Remco Evenepoel pouvait passer à travers et ça pouvait faire très mal. Effectivement, sur ce qu'on a vu ces derniers jours, j'ai du mal à l'imaginer. Après, la seule interrogation que j'ai, est-ce qu'on a fait beaucoup de cols au-dessus de 2000 mètres depuis le début du tour? Tourmalet était le seul. Et c'est pas au-dessus de 2000, c'est à 2000 pile. Demain... Et il avait craqué dans le tour. Il avait craqué dans le tour. Demain, on va dépasser allègrement les 2000 mètres. Et je me rappelle de cette phrase de Stéphane Thirion, notre confrère du soir. Remco, au-delà de 2000 mètres, très compliqué. Luc? Non, c'est vrai que depuis le début de ce podcast, j'ai l'impression qu'on repousse cette question. On n'a pas de se dire oui, bon, c'est très bien Remco, mais attendons de voir la haute montagne. Bon, il reste plus qu'une étape de montagne, donc je crois qu'il a prouvé jusqu'ici qu'il était au niveau. Et personnellement, c'est ma plus grande claque de ce tour. Je l'attendais pas du tout à ce niveau-là, à cette régularité. Il a dû faire un travail énorme avec son nouvel entraîneur depuis le mois de mai. Il a séché, on l'a vu aussi. Et aujourd'hui, le voir encore prendre du temps sur ses adversaires dans l'Alpe d'Huez, j'étais encore bluffé. Et on rappelle qu'il a fait aussi beaucoup de stages en altitude et que ça pourrait peut-être lui permettre demain, pourquoi pas, de gérer justement cette fameuse barre des 2000 mètres que les coureurs franchiront, comme le disait Thomas, allègrement, et peut-être qu'il pourra poinçonner ainsi sa deuxième place au classement général. Merci Luc, merci Thomas, merci Éloi, je vous laisse filer. Moi je vous parle tout de suite de la 20e étape du Tour de France 2026.
Samedi 25 juillet, l'avant-dernière étape sera aussi la plus difficile de ce Tour de France avec plus de 5500 mètres de dénivelé positif, l'une des étapes les plus difficiles tout simplement de l'histoire récente de la Grande Boucle. Au menu 170 km entre Bourdoisan et l'Alpe d'Huez avec 4 ascensions répertoriées, dont 3 cols hors catégorie. Le peloton empruntera d'abord le col de la Croix de Fer, puis enchaînera avec le col du Télégraphe, le col entre guillemets le plus facile de la journée, classé en première catégorie avant de s'attaquer au géant des Alpes, le toit de ce Tour de France, le col du Galibier. C'est 2642 mètres d'altitude, 17 km 700 à près de 7% de pente moyenne. La longue redescente mènera les coureurs au pied de l'ascension du col de Sarenne, lui aussi classé hors catégorie, ce après quoi il restera 14 km pour regagner l'Alpe d'Huez. Alors Tadej Pogačar réussira-t-il ce doublé mythique et unique? Paul Sexas parviendra-t-il à revenir sur Del Toro et se hisser sur le podium à la veille de l'arrivée à Paris? La réponse sera un tout petit peu après 16h et nous on se retrouvera juste après aussi pour un nouvel épisode de l'équipe du Tour, un podcast réalisé par Mathieu Roclago, disponible sur l'appli d'équipe et sur toutes les plateformes de podcast. Je vous dis à demain.